La femme de ménage a été renvoyée pour vol. Mais quand elle a montré son pendentif, le millionnaire est tombé à genoux. Le soleil se couchait sur Lyon, projetant une lueur orangée à travers les grandes fenêtres de la mansion Delcourt. Camille Duchesne passa son chiffon une dernière fois sur la commode en acajou, admirant malgré elle les reflets dorés sur les cadres argentés qui exposaient fièrement les portraits de famille. Des visages souriants, élégants, immortalisés dans leur bonheur privilégié. Un monde dont elle ne faisait pas partie. « Maman, tu as bientôt fini. » La petite voix fluette qui provenait de l'entrée de service la fit sursauter. Noémie se tenait là, son petit corps frêle appuyé contre le chambranle, son souffle légèrement sifflant trahissant sa condition cardiaque. À 12 ans, elle avait la fragilité d'une poupée de porcelaine, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive qui contrastait avec sa santé défaillante. « Encore quelques minutes, ma puce. Madame Delcourt veut que je termine le salon avant de partir. » Camille rangea rapidement ses produits d'entretien dans son panier. 8 ans qu'elle travaillait dans cette mansion. 8 ans à frotter, nettoyer, polir la richesse des autres pour ramener de quoi nourrir sa fille et payer ses médicaments. 8 ans depuis qu'elle avait fui son passé pour se reconstruire ici, aux abords de Lyon, dans la petite dépendance au fond du parc que les Delcourt lui louaient à prix généreux, comme ils aimaient à le rappeler. « Duchesne, venez immédiatement. » La voix stridente d'Hélène Marchand, épouse de Charles Delcourt, résonna dans le couloir comme un coup de fouet. Camille sentit son estomac se nouer. Ce n'était jamais bon signe quand madame l'appelait par son nom de famille. « Va m'attendre dehors », murmura-t-elle à Noémie, avant de se diriger vers la chambre principale. Hélène Marchand, 60 ans mais n'en avouant que 50, se tenait devant son dressing ouvert, le visage déformé par la colère. À ses côtés, Axel, sa fille de 35 ans, arborait un sourire satisfait qui fit frissonner Camille. « Vous m'avez appelée, madame. Où sont-elles » siffla Hélène en pointant un écrin vide. « Pardon. Ne jouez pas à l'idiote. Mes émeraudes, mon collier et mes boucles d'oreilles. » La parure complète, elle était là ce matin. Camille sentit le sang quitter son visage. « Je n'ai pas touché à vos bijoux, madame. Je n'ai fait que nettoyer comme d'habitude. »« Comme d'habitude, vraiment ?» intervint Axel, croisant ses bras minces sur sa poitrine. « Et comme d'habitude, vous avez aussi remarqué que maman gardait ses émeraudes dans ce coffret. Celui qui, par hasard, reste ouvert le matin quand elle prend sa douche. »« Je n'ai rien volé, » insista Camille, sentant la panique monter en elle. « Je n'ai jamais... »« Assez !» La main d'Hélène claqua sur la coiffeuse. « Charles !» Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Charles Delcourt, patriarche de la famille et homme d'affaires redouté, apparut dans l'encadrement de la porte. Ses yeux froids balayèrent la scène. « Qu'y a-t-il, Hélène ? Je suis en pleine conférence téléphonique. »« Elle a volé mes émeraudes, celles que ta mère m'a offertes. » Charles tourna son regard perçant vers Camille. Pendant un instant, quelque chose sembla vaciller dans ses yeux. Une hésitation, une reconnaissance. Mais ce fut si bref que Camille crut l'avoir imaginé. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Elle était la seule à avoir accès à notre chambre aujourd'hui, » intervint Axel. « Et tu sais comme ces gens sont. Ils voient quelque chose qui brille et ne peuvent pas s'empêcher. »« Ces gens, » répéta Camille, la gorge serrée d'indignation. « Fouillons sa maison, » décréta Hélène. « Si elle n'a rien à cacher, elle n'aura aucune objection. » 1 heure plus tard, Camille se tenait, impuissante, au milieu de son petit salon mis à sac, les tiroirs renversés, les coussins éventrés, les vêtements éparpillés. Les 2 gardes de sécurité privés que Charles avait appelés n'avaient rien trouvé, mais le mal était fait. Noémie pleurait silencieusement dans un coin, serrant contre elle son vieux lapin en peluche, témoin de l'humiliation de sa mère. « Rien, » constata finalement Charles. « Peut-être les avez-vous déjà vendus. »« Je n'ai rien volé, » cria Camille, des larmes de rage perlant au coin de ses yeux. « Je travaille pour vous depuis 8 ans. J'ai toujours été honnête. Et pourtant, les bijoux ont disparu, » observa Axel avec un sourire en coin. « Papa, nous ne pouvons pas garder quelqu'un en qui nous n'avons plus confiance. » Charles Delcourt resta silencieux un moment, observant étrangement Camille avec une intensité perturbante. Puis, comme s'il prenait une décision douloureuse, « Vous avez jusqu'à demain pour quitter la dépendance. Votre dernier salaire vous sera versé, moins une compensation pour le préjudice. »« Mais où irons-nous » balbutia Camille, désespérée. « Les médicaments de Noémie.
Ce n'est plus mon problème, coupa Charles, détournant le regard. Considérez-vous chanceuse que je ne porte pas plainte. Après leur départ, Camille s'effondra sur le sol de son salon dévasté. Noémie vint se blottir contre elle, son petit corps secoué de sanglots. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire ?» Camille serra sa fille contre elle, les yeux fixés sur le vide. « On va s'en sortir, mon cœur. On s'en sort toujours. » Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. La rumeur du vol se répandit comme une traînée de poudre parmi les familles fortunées qui employaient du personnel de maison. Personne ne voulait engager une voleuse présumée. Avec ses maigres économies, Camille loua un studio minuscule dans un quartier populaire de Lyon. Chaque jour, elle parcourait la ville à la recherche d'un emploi, n'importe lequel. Chaque soir, elle revenait les mains vides. Les médicaments de Noémie coûtaient une fortune. Pour payer l'ordonnance mensuelle, Camille commença à vendre ses quelques bijoux fantaisie, puis sa montre, puis son ordinateur portable. Un matin de désespoir, elle ouvrit la petite boîte en bois qu'elle gardait toujours près de son lit. À l'intérieur reposait son dernier trésor. Un pendentif d'émeraude en forme de demi-lune entrelacé avec une étoile. Le seul souvenir de sa mère, Mireille, décédée quand elle n'avait que 10 ans. Elle l'avait toujours gardé précieusement, se promettant de ne jamais s'en séparer. « Je suis désolée, maman », murmura-t-elle en refermant ses doigts sur le bijou. Ce jour-là, alors que la pluie battait les vitres de son misérable appartement et que la respiration de Noémie devenait de plus en plus laborieuse, Camille prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle enveloppa soigneusement le pendentif dans un mouchoir en tissu et se dirigea vers la joaillerie la plus réputée du centre-ville. Ignorant que son destin l'attendait derrière la vitrine étincelante de la boutique Mercier, la bijouterie Mercier se dressait fièrement au coin de la rue Édouard Herriot. Son enseigne dorée scintillant même sous le ciel gris de ce jour pluvieux, Camille hésita un instant devant la devanture, contemplant les joyaux exposés derrière les vitres blindées. Jamais elle n'aurait imaginé entrer dans un tel établissement en tant que vendeuse et non cliente. La clochette tinta doucement lorsqu'elle poussa la porte. L'intérieur sentait le bois ciré et le luxe discret. Un homme d'une 50aine d'années, lunettes cerclées d'or et costume impeccable, leva les yeux vers elle. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» Camille serra son sac à main élimé contre elle, consciente de son apparence modeste qui contrastait avec le décor. « Bonjour, j'aimerais faire estimer un bijou, s'il vous plaît. » Le joaillier l'invita d'un geste à s'approcher du comptoir, avec des mains tremblantes. Camille sortit le mouchoir soigneusement plié et révéla le pendentif d'émeraude. « C'est un héritage familial », expliqua-t-elle d'une voix qui se voulait assurée. Le bijoutier saisit délicatement le pendentif et l'examina sous sa loupe. Son expression professionnelle céda place à un intérêt non dissimulé. « C'est une pièce remarquable, cette taille en demi-lune entrelacée avec une étoile, un motif très rare. » À cet instant précis, la porte de la bijouterie s'ouvrit à nouveau. Camille ne prêta pas attention au nouveau client qui s'approchait d'un autre comptoir, trop absorbée par l'examen de son trésor. « Pourriez-vous me dire combien ?» commença-t-elle. « Cette monture est typique des années 1920, » continua le joaillier, « mais le motif lui-même est bien plus ancien. »« D'où tenez-vous ce bijou ?»« De ma mère, » répondit simplement Camille. « Elle est décédée quand j'étais enfant. » De l'autre côté de la boutique, un jeune homme élégant s'était figé. Il avait tourné discrètement la tête vers la conversation et fixé maintenant le pendentif comme s'il avait vu un fantôme. « Monsieur Delcourt », appela la vendeuse qui s'occupait de lui. « Souhaitez-vous voir autre chose ?» Nathan Delcourt, 35 ans, fils cadet de Charles Delcourt, ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient rivés sur le bijou que tenait le joaillier. Ce symbole, impossible de se tromper. La demi-lune entrelacée avec une étoile était l'ancien emblème des Delcourt, abandonné depuis des générations, connu seulement des membres de la famille. « Un instant », murmura-t-il, avant de s'approcher du comptoir où se tenait Camille. « Excusez-moi », dit-il poliment. « Je ne voudrais pas paraître indiscret. Mais ce pendentif, puis-je le voir ?» Camille se tourna, surprise, et croisa le regard intense d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, grand, les traits fins, des yeux bleu acier qui semblaient percer à travers elle. « C'est personnel ?» répondit-elle sur la défensive, le joaillier. Reconnaissant l'un de ses meilleurs clients, intervint. « Monsieur Delcourt est un connaisseur en joaillerie ancienne, madame.
Son expertise pourrait être précieuse. Delcourt, ce nom résonna douloureusement dans l'esprit de Camille. Était-ce une coïncidence ? Elle hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Nathan examina le pendentif avec une fascination non dissimulée. « C'est extraordinaire », murmura-t-il. « Ce motif est extrêmement rare. » Il leva les yeux vers Camille, la détaillant pour la première fois. Quelque chose dans ses traits lui semblait vaguement familier, mais il n'arrivait pas à déterminer quoi. « Si vous envisagez de vendre cette pièce, je serais intéressée. » Camille récupéra vivement le pendentif. « Je n'ai pas encore décidé. » Elle remercia le joaillier pour son expertise et quitta précipitamment la boutique. Le cœur battant, Nathan resta un moment immobile, intrigué par cette femme et son mystérieux bijou. Puis, mu par une impulsion irrésistible, il s'excusa auprès de la vendeuse et sortit à son tour. La pluie s'était intensifiée. Camille marchait rapidement. Tête baissée, Nathan la suivit à distance, troublé par cette rencontre. Pourquoi cette inconnue possédait-elle un bijou arborant l'ancien emblème familial ? Et pourquoi avait-elle semblé si effrayée à la mention de son nom ? Il la vit monter dans un bus de la ligne qui desservait les quartiers populaires de l'Est lyonnais. Au dernier moment, il décida de prendre un taxi pour la suivre. Le véhicule s'arrêta devant un immeuble décrépit. Nathan observa Camille descendre du bus et se précipiter à l'intérieur. Il nota l'adresse, puis demanda au chauffeur de le ramener en centre-ville. Le lendemain, vêtu simplement et portant des lunettes à monture épaisse qui modifièrent son apparence, Nathan se présenta à l'immeuble. Il avait passé la nuit à réfléchir, à consulter les archives familiales numériques sur son ordinateur portable. L'emblème sur le pendentif n'avait pas été utilisé publiquement depuis plus d'un siècle. Comment cette femme pouvait-elle le posséder ? Il sonna à plusieurs portes, prétendant être un médecin bénévole travaillant pour une association caritative qui offrait des consultations gratuites aux familles dans le besoin. Au 4e étage, la porte s'ouvrit sur un visage qu'il reconnut immédiatement. « Bonjour », dit-il avec un sourire rassurant. « Je suis le docteur Martin. L'assistante sociale du quartier m'a parlé d'une enfant malade dans cet immeuble. » Camille le dévisagea avec méfiance, ne reconnaissant pas l'homme de la bijouterie sous ce déguisement sommaire. « Il doit y avoir une erreur. Nous n'avons pas demandé d'aide. » Au même moment, une quinte de toux provenant de l'intérieur de l'appartement attira l'attention de Nathan. Il aperçut une petite fille pâle, assise sur un canapé usé, un livre sur les genoux. « Votre fille semble souffrante », remarqua-t-il doucement. « Je pourrais l'examiner gratuitement. » Camille hésita. Les médicaments de Noémie étaient presque épuisés et elle n'avait pas les moyens de consulter un spécialiste. « Vous êtes cardiologue ?» demanda-t-elle, sceptique. « Oui », répondit Nathan, ce qui n'était pas un mensonge. Il avait effectivement une spécialisation en cardiologie pédiatrique. Bien qu'il n'exerce plus activement depuis son retour en France, après une longue hésitation, Camille s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était modeste mais impeccablement rangé. Nathan remarqua les piles de CV sur la table et les boîtes de médicaments coûteux. « Je m'appelle Noémie », se présenta la fillette avec un sourire timide. « Vous allez réparer mon cœur. » Nathan s'accroupit à sa hauteur. « Je vais d'abord l'écouter si ta maman est d'accord. » Durant l'heure qui suivit, Nathan examina Noémie avec attention, découvrant la gravité de sa condition cardiaque. Avec son stéthoscope et quelques questions précises, il confirma ce qu'il soupçonnait. La petite avait besoin d'un traitement bien plus avancé que ce que sa mère pouvait lui offrir. Pendant ce temps, il observait discrètement Camille, cherchant des indices sur son histoire. Qui était cette femme ? Pourquoi vivait-elle dans de telles conditions alors qu'elle possédait un bijou qui devait valoir une petite fortune ? Elle devrait consulter un spécialiste à l'hôpital Saint-Joseph, conclut-il en rangeant son matériel. Je peux vous rédiger une lettre de recommandation. Nous n'avons pas les moyens, répondit Camille, la voix teintée de résignation. Il existe des programmes d'aide, insista Nathan. Je pourrais vous aider avec les démarches. Je reviendrai dans quelques jours, si vous le permettez. À sa grande surprise, Camille accepta, alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il remarqua une photo encadrée, une jeune femme aux traits semblables à ceux de Camille, portant le fameux pendentif. « Votre mère ?» demanda-t-il, désignant la photographie. « Oui, Mireille Duchesne », répondit Camille avec un sourire triste. « Elle est morte quand j'avais 10 ans. » Ce nom résonna étrangement dans l'esprit de Nathan. Pourquoi lui semblait-il familier ? En quittant l'immeuble, il était plus déterminé que jamais à percer le mystère. Cette nuit-là,
Il se plongea dans les archives familiales. À la recherche d'une Mireille Duchesne, le pendentif ne pouvait pas être une coïncidence. Et cette femme, Camille, portait en elle des réponses qu'il devait découvrir. Des cartons poussiéreux s'empilèrent dans la chambre d'hôtel de Nathan. Après sa rencontre avec Camille, il avait contacté l'archiviste de la famille pour qu'elle lui envoie d'urgence certains documents. Le nom de Mireille Duchesne tournait en boucle dans son esprit, éveillant un écho lointain qu'il n'arrivait pas à situer. La sonnerie de son téléphone interrompit ses recherches. « Nathan, où es-tu passé ? Ta fiancée t'attend depuis 1 heure au restaurant. » La voix irritée de son frère aîné, Marc Delcourt, résonna dans l'appareil. À 40 ans, Marc était l'héritier désigné de l'empire familial et ne manquait jamais une occasion de rappeler à Nathan ses responsabilités. « Dis à Julia que je suis désolé. Une urgence à l'hôpital. » Le mensonge vint facilement. Il raccrocha avant que son frère ne puisse l'interroger davantage. Sa fiancée italienne comprendrait. C'était l'une des raisons pour lesquelles il l'avait choisie. Julia respectait sa carrière médicale et son besoin occasionnel de solitude. Nathan reprit sa lecture, feuilletant un journal intime, relié de cuir. Les pages jaunies contenaient l'écriture élégante de son grand-père. Charles Delcourt Senior. Il parcourut les entrées datant d'il y a 33 ans, cherchant un indice, n'importe quoi qui pourrait expliquer la présence de cet emblème familial autour du cou de Camille Duchesne. Soudain, une entrée attira son attention. 3 mai 1991 est venue aujourd'hui. Elle portait cette robe bleue qui fait ressortir ses yeux. J'ai été faible. Encore une fois, Hélène ne doit jamais savoir. Personne ne doit savoir. Mais quand elle sourit, tout semble si simple. Les entrées suivantes mentionnaient régulièrement cette mystérieuse M. Nathan sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il tomba sur une note datée de septembre de la même année. 12 septembre 1991 M. Est enceinte. Que Dieu me pardonne, j'ai pris ma décision. Elle partira pour Marseille. Avec suffisamment d'argent pour recommencer, je lui ai donné le pendentif familial comme promesse que l'enfant sera un jour reconnu comme un Delcourt. Quand le moment sera venu, je révélerai tout à Charles. Mon fils comprendra, il devra comprendre. Nathan laissa tomber le journal, stupéfait. M pour Mireille, Mireille Duchesne. Le pendentif était donc bien une pièce familiale, offerte comme garantie d'une promesse jamais tenue, ce qui signifiait que Camille, il fouilla frénétiquement dans les autres cartons jusqu'à trouver un dossier contenant des photographies. Parmi elles, un cliché jauni montrait son grand-père avec une jeune femme souriante devant les jardins de la propriété familiale. Au dos, une simple inscription. Mireille, été 1991. Le visage était indéniablement celui de la femme sur la photo dans l'appartement de Camille, et la ressemblance entre cette Mireille et Camille elle-même était frappante. « Mon Dieu !» murmura Nathan. « Elle est la fille de grand-père. » Cette révélation changeait tout. Si Camille était bien la fille de Charles Delcourt Senior, cela faisait d'elle la demi-sœur de son propre père, ce qui signifiait qu'elle était sa tante. Il repoussa cette pensée troublante. Les sentiments qu'il avait commencé à éprouver pour cette femme prenaient soudain une dimension interdite qui le désarçonna. Le lendemain, muni de ces découvertes mais décidé à garder le secret pour l'instant, Nathan retourna à l'appartement de Camille sous son identité de docteur Martin. Elle l'accueillit avec plus de chaleur cette fois. Visiblement soulagée de revoir un médecin pour sa fille, « Noémie a passé une mauvaise nuit », expliqua-t-elle en le conduisant au chevet de l'enfant. Nathan examina la fillette avec attention, de plus en plus inquiet par son état, le souffle court, les lèvres légèrement bleutées, tous les signes d'une insuffisance cardiaque qui s'aggravait. « Elle a besoin d'une échographie cardiaque complète », déclara-t-il fermement. « Je connais un collègue à l'hôpital qui pourrait la prendre en urgence. »« Je vous l'ai dit, nous n'avons pas les moyens, » répondit Camille, l'air défait. Nathan sortit alors une enveloppe de sa sacoche. « J'ai réussi à obtenir une prise en charge exceptionnelle. Tous les frais seront couverts. » Ce qu'il ne disait pas, c'est que l'argent venait directement de son compte personnel. Les yeux de Camille s'emplirent de larmes. « Pourquoi faites-vous cela pour nous ? Vous ne nous connaissez même pas. » Nathan détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de son grand-père. « Parfois, certains patients nous touchent plus que d'autres, » répondit-il simplement, alors qu'il s'apprêtait à partir. Camille l'arrêta d'une main sur son bras. « J'ai trouvé un petit travail, quelques heures de ménage dans un café. Je pourrais peut-être vous inviter à dîner pour vous remercier. » La proposition,
formulée avec une timidité touchante, prit Nathan au dépourvu. Son cœur s'accéléra malgré lui. Il devrait refuser, maintenant qu'il connaissait leur lien de parenté. Mais les mots qui sortirent de sa bouche le surprirent lui-même. J'en serais honoré, pendant ce temps, à la mention Delcourt. Axel observait son père avec une curiosité croissante. Depuis le renvoi de Camille, Charles semblait distant, préoccupé. Ce matin-là, elle le surprit dans son bureau, contemplant une vieille photographie qu'il rangea précipitamment à son arrivée. « Papa, est-ce que tout va bien ?» Charles Delcourt leva les yeux. Soudain sur la défensive, « Pourquoi cette question ? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. » Il se leva, mettant fin à la conversation. « Des affaires qui me préoccupent. Rien de plus. Dis-moi plutôt si on a des nouvelles de ton frère. » Nathan. Il joue toujours au bon samaritain. J'imagine, Julia se plaint qu'il annule tous leurs rendez-vous. Une lueur d'inquiétude traversa le regard de Charles. Sais-tu où il passe ses journées ? Aucune idée, mais j'ai demandé à Vincent de le suivre. Tu as fait quoi ? S'exclama Charles, soudain furieux. Axel sourit, imperturbable. Vincent est très discret. Et puis, je m'inquiète pour mon petit frère. Il se comporte étrangement depuis son retour d'Italie. Tu ne trouves pas ? Charles ne répondit pas, mais son visage s'était assombri. Axel quitta le bureau, satisfaite d'avoir semé le trouble. Peu après, son téléphone vibra. Un message de Vincent avec une photo floue de Nathan entrant dans un immeuble délabré. « Intéressant », murmura-t-elle. Ce soir-là, Nathan rentra à son hôtel après avoir dîné avec Camille dans son modeste appartement. Noémie s'était endormie tôt, épuisée par sa condition, les laissant seuls à discuter pendant des heures. Il avait découvert une femme intelligente, courageuse, qui avait traversé des épreuves inimaginables sans jamais perdre sa dignité. Il s'assit sur son lit, la tête entre les mains. Comment pourrait-il lui révéler la vérité maintenant ? Comment lui dire qu'elle avait été injustement chassée de sa propre maison familiale ? Que l'homme qui l'avait humiliée était en réalité son demi-frère ? Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était sa mère, Hélène. « Nathan, chérie, ton père s'inquiète. Tu dois venir dîner demain soir. Toute la famille sera là. » La perspective de se retrouver face à son père, sachant ce qu'il savait maintenant, le rendait malade. Mais il ne pouvait pas éviter cette confrontation éternellement. « J'y serai », promit-il avant de raccrocher. Il retourna à ses documents, déterminé à rassembler suffisamment de preuves avant de confronter qui que ce soit. Une chose était claire, Camille Duchesne n'était pas la voleuse qu'on avait accusée d'être. Elle était une Delcourt, spoliée de son héritage et de son nom. Nathan s'endormit cette nuit-là avec le journal de son grand-père serré contre lui, tourmenté par des rêves où le visage de Camille se superposait à celui de Mireille, où le pendentif d'émeraude brillait comme un phare dans l'obscurité, guidant vers une vérité trop longtemps enfouie. La mention Delcourt brillait de 1000 feux ce soir-là. Les voitures de luxe s'alignaient dans l'allée circulaire, tandis que le personnel s'affairait à servir champagne et petits fours aux invités triés sur le volet. Nathan observait ce spectacle depuis sa voiture, incapable de se résoudre à entrer. Il avait évité sa famille pendant 2 semaines, prétextant des urgences à l'hôpital. Mais cette fois, l'invitation de son père ressemblait davantage à une convocation. Son téléphone vibra, un message de Camille. « Noémie va beaucoup mieux grâce à vous. Nous pensons à vous ce soir. » Ces simples mots lui donnèrent le courage qui lui manquait. Il sortit de sa voiture et franchit les portes de la demeure familiale, où un majordome recueillit son manteau. « Nathan, enfin !» s'exclama Hélène en s'approchant pour l'embrasser. Son parfum capiteux l'enveloppa. Ton père commençait à s'impatienter. Il scruta le visage de sa mère, cherchant une trace de culpabilité ou de secret, savait-elle pour Mireille, pour Camille. Son expression parfaitement composée ne révélait rien. Dans le grand salon, Charles Delcourt conversait avec des partenaires d'affaires. Lorsqu'il aperçut son fils cadet, il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'approcha. « Tu nous fais l'honneur de ta présence », remarqua-t-il avec une pointe d'ironie. « Viens dans mon bureau, nous devons parler. » Nathan suivit son père, sentant le regard d'Axel peser sur eux. Une fois la porte du bureau fermée, Charles se tourna vers lui. « Où passes-tu tes journées, Nathan ?» La question, directe et sans préambule, le prit au dépourvu. « Je travaille. »« L'hôpital ?»« Ne me mens pas, » coupa Charles. « Tu n'as pas mis les pieds à l'hôpital depuis 1 semaine. J'ai vérifié. » Nathan serra les dents. Bien sûr que son père avait vérifié. Rien n'échappait au patriarche, ou presque.
Je mène des recherches personnelles, répondit-il, soutenant le regard perçant de son père. Sur quoi exactement? Le moment était-il venu de confronter son père? Nathan hésita, puis décida de tester le terrain. Je m'intéresse à l'histoire de notre famille, notamment aux années 90. Le visage de Charles se figea imperceptiblement. Et pourquoi cette période en particulier? J'ai trouvé certains documents de grand-père, des journaux intimes. Il observa avec attention la réaction de son père. Charles pâlit légèrement, mais se reprit aussitôt. Les divagations d'un vieil homme, rien d'intéressant, vraiment. Et le nom de Mireille Duchesne ne te dit rien. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Charles s'approcha lentement de son bureau et s'y appuya, comme si ses jambes ne le portaient plus. Où as-tu entendu ce nom? Dans les journaux de grand-père. Et j'ai rencontré sa fille. Charles ferma brièvement les yeux. Tu as rencontré Camille, murmura-t-il. Ce n'était pas une question. Oui, la femme que tu as accusée de vol et chassée de cette maison, ta propre demi-sœur. Le choc de l'entendre formuler ainsi sembla frapper Charles comme un coup physique. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. C'est plus compliqué que ça, Nathan. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi, exigea le jeune homme, sa voix montant malgré lui. Explique-moi pourquoi tu as humilié une femme innocente. Pourquoi tu as mis en danger la vie de sa fille malade? Charles leva une main tremblante. Baisse la voix. Les murs ont des oreilles dans cette maison. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une photographie, la même que celle que Nathan avait trouvée, montrant son grand-père et Mireille. J'ai toujours su, admit Charles dans un souffle. Pas au début, non. Mais quand Camille a commencé à travailler ici, il y a 8 ans, j'ai remarqué sa ressemblance avec cette femme. Je me suis renseignée, j'ai fait des recherches, et puis j'ai trouvé ce pendentif parmi les affaires de mon père après sa mort. Le pendentif que tu as ensuite donné à Hélène, demanda Nathan, incrédule. Charles eut un rire amer. Non, celui-là est une copie que j'ai fait faire, l'original. Mon père l'avait donné à Mireille avant de l'envoyer loin d'ici. Une promesse qu'il n'a jamais pu tenir. Il est mort d'une crise cardiaque avant de pouvoir reconnaître sa fille. Et toi, tu as choisi de perpétuer ce silence? Accusa Nathan. Pire, tu as chassé Camille quand elle devenait trop, gênante, menaçante pour ton héritage. Le visage de Charles se durcit. Tu ne comprends rien, j'ai mes raisons. Lesquelles? Ces raisons m'appartiennent. Nathan fit un pas en avant. Menaçant. Elle vit dans la misère. Sa fille pourrait mourir sans traitement approprié. Sa fille, répéta Charles avec une étrange inflexion. As-tu rencontré cet enfant? Oui, Noémie. Elle a une malformation cardiaque congénitale qui nécessite une intervention rapide. Une ombre passa sur le visage de Charles. Et physiquement, à qui ressemble-t-elle? La question surprit Nathan. Je ne sais pas. À Camille, je suppose. Pourquoi? Charles ne répondit pas, mais son expression était celle d'un homme portant un fardeau écrasant. Cette conversation est terminée, déclara-t-il en se levant. Je t'interdis de revoir cette femme ou sa fille. Tu n'as pas d'ordres à me donner? Protesta Nathan. Je suis médecin. Je ne peux pas abandonner une patiente dans cet état. La porte du bureau s'ouvrit brusquement sur Axel, dont le sourire mielleux ne masquait pas la lueur calculatrice dans ses yeux. Tout va bien ici. On vous entend depuis le salon. Charles se recomposa instantanément. Tout va parfaitement bien, Nathan et moi discutions de son avenir à l'hôpital. Axel s'avança, posant une main sur l'épaule de son frère. Et de quelle patiente parlais-tu avec tant de passion, Nathan? Celle qui vit dans ce taudis où Vincent t'a vu entrer plusieurs fois cette semaine. Nathan fusilla sa sœur du regard. Tu me fais suivre maintenant. Simple précaution fraternelle, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur cette Camille Duchesne. Une histoire fascinante. Accusée de vol, chassée d'ici, et maintenant soignée par le fils cadet de la maison. Quelle coïncidence. Sors d'ici, Axel, ordonna Charles d'une voix tranchante. Oh, mais je viens d'arriver, protesta-t-elle en s'installant confortablement sur le canapé. Et j'ai tellement de questions sur cette Camille et sa charmante petite fille malade, Noémie, c'est ça. Le sang de Nathan se glaça. Le fait qu'Axel connaisse le nom de l'enfant signifiait qu'elle avait poussé ses investigations bien trop loin. Ne t'approche pas d'elle, avertit-il, la voix dangereusement basse. Axel éclata d'un rire cristallin. Ou quoi, petit frère? Tu vas me faire mal avec ton stéthoscope. Ça suffit. Tous les deux! Explosa Charles. Axel, laisse-nous, Nathan. Nous reprendrons cette discussion plus tard.
Mais le mal était fait. Nathan savait que sa sœur ne lâcherait pas prise maintenant qu'elle avait flairé un secret. Il quitta la soirée précipitamment, ignorant les appels de sa fiancée qui venait d'arriver. Dans sa voiture, il composa le numéro de Camille, le cœur battant. « Docteur Martin » répondit-elle, surprise par cet appel tardif. « Camille, écoutez-moi » dit-il, la voix urgente. « Je dois vous voir immédiatement. C'est au sujet de Noémie, son état. Il y a une possibilité de traitement, mais nous devons agir vite. » Le mensonge lui brûlait la gorge, mais il devait la voir, lui expliquer, avant qu'Axel ne mette ses menaces à exécution. Cette nuit-là, alors que la pluie battait contre les vitres de l'appartement de Camille, Nathan lui révéla sa véritable identité. Le choc et la trahison qui se peignirent sur son visage le déchirèrent plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. « Vous êtes un Delcourt », murmura-t-elle, reculant instinctivement. « Tout ce temps, vous m'avez menti. J'ai découvert qui vous étiez, qui vous êtes vraiment pour ma famille. » Tenta-t-il d'expliquer. « Vous devez me faire confiance maintenant. Vous et Noémie êtes en danger. » Mais la confiance avait volé en éclats. Et au moment même où Nathan essayait de la reconstruire, la vie de la petite Noémie basculait dans une crise qui allait changer le destin de tous. « Maman !» Le cri déchirant de Noémie interrompit la confrontation entre Nathan et Camille. La petite fille se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage blême, une main crispée sur sa poitrine. « Je n'arrive pas à respirer. » En une fraction de seconde, Nathan redevint médecin. Il se précipita vers l'enfant qui s'effondrait, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Son pouls était rapide et irrégulier, sa respiration sifflante. « Elle fait une crise cardiaque », diagnostiqua-t-il, la voix tendue. « Appelez une ambulance. » Camille, paralysée par la terreur, fixait sa fille qui suffoquait dans les bras de l'homme qu'elle venait de découvrir être un Delcourt. « Maintenant » hurla Nathan. Elle s'arracha à sa stupeur et saisit son téléphone, pendant qu'elle donnait l'adresse au secours. Nathan allongea Noémie sur le canapé, desserrant ses vêtements, surveillant ses constantes vitales avec l'expérience d'un médecin habitué aux urgences. « Restez avec moi, Noémie, » murmurait-il. « Concentrez-vous sur ma voix. Respirez doucement. » Les minutes qui suivirent s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Lorsque les ambulanciers arrivèrent enfin, Nathan leur transmit un diagnostic précis de la situation, utilisant sa crédibilité de cardiologue pour accélérer les procédures. « Nous l'emmenons à l'hôpital Saint-Joseph », annonça-t-il. L'un des ambulanciers hésita. « Le protocole veut que nous... » « Je suis le docteur Nathan Delcourt, chef du service de cardiologie pédiatrique, » trancha-t-il en présentant sa carte professionnelle. « Cet enfant a besoin d'un équipement spécifique disponible uniquement à Saint-Joseph, l'hôpital familial, là où il pourrait contrôler la situation, là où ni Charles ni Axel ne pourraient intervenir sans être remarqués. » Dans l'ambulance, Camille tenait la main de sa fille, silencieuse et immobile. Son regard allait de Noémie à Nathan, mêlant inquiétude maternelle et suspicion nouvelle. Il avait menti sur son identité pendant des semaines, se faisant passer pour un médecin bénévole, alors qu'il était le fils de l'homme qui les avait jetés à la rue. À l'hôpital, tout s'accéléra. Nathan prit en charge la situation avec une autorité qui impressionna même Camille. En quelques minutes, Noémie fut installée dans une chambre privée, reliée à des moniteurs sophistiqués, examinée par les meilleurs spécialistes. « Elle est stable pour l'instant », expliqua Nathan à Camille dans le couloir. « Mais sa condition est plus grave que je ne le pensais. Elle va avoir besoin d'une intervention chirurgicale rapidement. Comment pourrais-je vous faire confiance maintenant ?» demanda Camille, la voix tremblante de colère et d'épuisement. « Tout ce que vous m'avez dit était un mensonge. » Nathan passa une main fatiguée sur son visage. « Pas tout, pas mon inquiétude pour Noémie, pas ce que je ressens pour... » Il s'interrompit, conscient du gouffre qui s'était creusé entre eux. « J'ai découvert qui vous étiez après notre première rencontre à la bijouterie. Ce pendentif, il porte l'ancien emblème de ma famille. Mon grand-père l'a donné à votre mère avant sa mort. » Les yeux de Camille s'agrandirent. « Ma mère connaissait votre grand-père. Plus que ça, d'après ses journaux intimes, ils ont eu une liaison, vous. Vous êtes sa fille, Camille. » La révélation la frappa comme un coup physique. Elle chancela, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Ma mère ne m'aurait jamais caché une chose pareille. Elle est morte quand vous aviez 10 ans, n'est-ce pas? Peut-être attendait-elle que vous soyez plus âgé. » Camille secouait la tête, refusant d'accepter cette vérité qui remettait en question toute son existence. « Et votre père ?»
Il sait, oui, il l'a découvert il y a longtemps. C'est pour ça qu'il vous a accusé de vol, pour vous éloigner avant que la vérité n'éclate. Une rage froide envahit Camille. Il m'a humiliée, a mis la santé de ma fille en danger, tout ça pour protéger sa précieuse réputation. Je crois que c'est plus compliqué, avoua Nathan. La façon dont il a parlé de Noémie, leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un laborantin qui remit une enveloppe à Nathan, les résultats des analyses sanguines de Noémie qu'il avait demandées en urgence. Il les parcourut rapidement, puis se figea. « Qu'y a-t-il » s'inquiéta Camille. Nathan releva lentement les yeux. Ses résultats, le groupe sanguin de Noémie, certains marqueurs génétiques, il hésita, cherchant ses mots. Camille, qui est le père de Noémie. La question, abrupte et inattendue, la fit reculer d'un pas. En quoi est-ce important maintenant ? Ça pourrait l'être pour son traitement ? Insista-t-il, même si ce n'était pas toute la vérité. Elle détourna le regard. Je ne connais pas son nom complet. C'était il y a 13 ans, dans ma ville natale, un homme de passage. Il m'a fait croire qu'il m'aimait, puis il a disparu. J'avais 19 ans, j'étais naïve. Vous rappelez-vous son prénom ? À quoi il ressemblait ? Il s'appelait Marc, répondit-elle doucement. Grand, élégant, des yeux bleus perçants. Il disait qu'il venait de Paris pour affaires. Pourquoi ces questions ? Marc, le prénom de son frère résonna comme un glas dans l'esprit de Nathan. Marc qui, 13 ans plus tôt, avait été envoyé par leur père pour gérer la fermeture d'une usine familiale dans le sud de la France. C'est important pour comprendre certaines prédispositions génétiques, éluda-t-il. Je vais demander d'autres tests. Il s'éloigna, l'esprit en ébullition. Si ses soupçons étaient fondés, la situation était encore plus complexe qu'il ne l'imaginait. Marc Delcourt, son frère aîné, politique ambitieux préparant sa candidature à un poste important, pourrait être le père de Noémie, ce qui ferait de la petite fille non seulement sa cousine, mais aussi sa nièce, dans la chambre de Noémie. Il contempla le visage paisible de l'enfant endormi. Maintenant qu'il y pensait, certains traits rappelaient ceux de son frère. La forme des sourcils, la ligne du menton. Comment avait-il pu ne pas le remarquer plus tôt ? Son téléphone vibra. Un message de son père. « Où es-tu ? Qu'as-tu fait ?» Suivi immédiatement d'un autre, d'Axel cette fois. « Belle performance à l'hôpital, petit frère. Mais j'ai peur que papa ne soit pas vraiment ravi de voir le nom de Delcourt associé à notre ancienne femme de ménage. Ainsi, il s'avère déjà. Les nouvelles circulaient vite dans le petit monde des privilégiés lyonnais. Nathan retourna auprès de Camille, qui n'avait pas bougé du couloir. « Je dois vous dire quelque chose, » commença-t-il gravement. « Mais d'abord, je veux que vous sachiez que je ferai tout pour protéger Noémie. Quoi qu'il arrive, elle recevra les meilleurs soins. » Camille le fixa intensément. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Il prit une profonde inspiration. « Je pense que le père de Noémie pourrait être mon frère aîné, Marc Delcourt. » Le choc se peignit sur le visage de Camille. Marc Delcourt. Il y a 13 ans, il était en déplacement dans le sud pour affaires. Les dates correspondent. Et les analyses de sanguine montrent des marqueurs génétiques compatibles. Elle s'effondra sur une chaise, submergée par les révélations successives, ce qui signifie que ma fille est une Delcourt par son père et par sa mère, confirma doucement Nathan. Ma nièce, techniquement. Et vous ? Murmura-t-elle, levant vers lui des yeux brillants de larmes. Qui êtes-vous pour moi ? Exactement. La question les ramenait à cette attirance inavouée qui s'était développée entre eux, désormais compliquée par ces liens familiaux inattendus. Si vous êtes bien la fille de mon grand-père, cela fait de vous la demi-sœur de mon père, ma tante, officiellement. Le mot sonna étrangement entre eux. Soulignant l'impossibilité de ce qu'ils avaient commencé à ressentir l'un pour l'autre, leur conversation fut interrompue par une commotion dans le couloir. Charles Delcourt avançait vers eux, le visage orageux, suivi par Axel dont le sourire triomphant n'annonçait rien de bon. « Nathan !» tonna Charles. « Oh, qu'est-ce que cette mascarade ?» Le père et le fils se firent face, tandis que Camille se levait lentement, prête à affronter l'homme qui avait détruit sa vie. La vérité allait enfin éclater, balayant les mensonges et les secrets comme une tempête purificatrice. « Je vous demanderai de baisser la voix », articula Nathan d'un ton glacial. « Nous sommes dans un hôpital, et il y a une enfant gravement malade dans cette chambre. » Charles serra les poings, visiblement partagé entre la colère et le souci des apparences. Axel, elle, n'avait d'yeux que pour Camille.
la détaillant comme un prédateur évalue sa proie. « Dans mon bureau maintenant », ordonna Charles à son fils. « Je ne bouge pas d'ici », répondit fermement Nathan. « Ma patiente a besoin de surveillance. »« Ta patiente », railla Axel. « N'est-ce pas plutôt ta nièce ?» Camille tressaillit, tandis que Charles foudroyait sa fille du regard. « Il suffit... » Axel. « Quoi ? Ce n'est pas ce que tu m'as dit il y a 15 minutes, que Marc était probablement le père de cet enfant. » Un silence assourdissant suivit cette révélation. Camille s'avança d'un pas, le menton relevé dans un geste de défi. « Vous le saviez ?» demanda-t-elle à Charles, sa voix tremblant légèrement. « Vous saviez que votre fils avait... » Elle ne termina pas sa phrase, trop bouleversée pour mettre des mots sur ce que Marc lui avait fait. L'abandonner, enceinte et seule, après avoir prétendu l'aimer, Charles évita son regard. « J'avais des soupçons, rien de plus. Marc m'a parlé d'une liaison sans importance lors de son séjour à Marseille. Quand j'ai vu votre fille pour la première fois, j'ai remarqué certaines ressemblances. Et c'est pour ça que vous m'avez accusé de vol, pour me chasser avant que quelqu'un d'autre ne fasse le rapprochement. Je protégeais ma famille, se défendit Charles. Je suis votre famille, explosa Camille. Si ce que Nathan a découvert est vrai, je suis la fille de votre père. Charles pâlit visiblement, jetant un regard paniqué autour de lui pour vérifier que personne d'autre n'avait entendu. « Pas ici », siffla-t-il. « Suivez-moi, tous les deux. » À contre-cœur, Nathan accepta de s'éloigner après avoir donné des instructions précises à l'infirmière de garde concernant Noémie. Ils suivirent Charles jusqu'à son bureau privé à l'étage administratif de l'hôpital. Une pièce luxueuse témoignant de l'influence des Delcourt sur l'établissement. Dès que la porte se referma, Charles se tourna vers Camille. « Quelles sont vos intentions ?» La question directe et pragmatique la prit au dépourvu. « Mes intentions. Combien voulez-vous ?» précisa-t-il froidement. « Pour votre silence. » Nathan s'interposa. « Père, comment oses-tu ? Ne fais pas l'innocent, Nathan. Tu sais aussi bien que moi ce qu'une telle révélation ferait à notre famille, à la carrière politique de ton frère, à notre réputation. » Camille secoua la tête, écœurée. « Je ne veux pas de votre argent, je veux la vérité, et je veux que ma fille reçoive les soins dont elle a besoin. Les soins seront couverts, bien entendu, » concéda Charles avec un geste impatient. « Mais soyons réalistes. Vous vivez dans la précarité. Un arrangement financier généreux pourrait vous offrir, à vous et à votre fille, la sécurité que vous n'avez jamais eue. » Nathan observait cet échange avec dégoût, mais aussi avec une inquiétude croissante. Quelque chose dans l'attitude de son père ne collait pas. Charles était calculateur, certes, mais rarement aussi pressé de régler une situation avec de l'argent. « Qu'est-ce que tu ne nous dis pas, père ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi cette urgence ?» Charles jeta un regard vers la porte, comme s'il craignait qu'Axel ne soit en train d'écouter. « Marc rentre de Bruxelles demain, » admit-il finalement. « Il annonce officiellement sa candidature au poste de ministre la semaine prochaine. Le timing ne pourrait pas être pire. Et c'est tout ce qui t'inquiète, » s'indigna Nathan. « La carrière politique de Marc, pas le fait qu'il ait abandonné une jeune femme enceinte, pas le fait que tu aies une demi-sœur que notre grand-père voulait reconnaître. » Charles se laissa tomber dans son fauteuil. Soudain vieilli de 10 ans. « Les choses sont plus compliquées que tu ne le crois, Nathan. Alors expliquez-moi, » exigea Camille. « J'ai le droit de savoir. » Après un long silence, Charles soupira profondément. « Quand mon père est mort, j'ai trouvé des lettres de votre mère. Mireille, elle lui annonçait sa grossesse, lui parlait de vous. J'étais jeune, fraîchement mariée à Hélène dont la famille venait d'investir massivement dans nos entreprises. Révéler l'existence d'une demi-sœur illégitime aurait tout compliqué. Alors vous avez détruit les lettres, devina Nathan. Non, je les ai gardées, avec le pendentif original que mon père destinait à Camille. Une assurance, si vous voulez. Une assurance, répéta Camille, confuse. Contre Hélène, clarifia Charles avec un rire sans joie. Mon mariage n'a jamais été harmonieux. Ces documents étaient ma garantie qu'elle ne prendrait pas tout en cas de divorce. Nathan commençait à comprendre. Et quand Camille est arrivée pour travailler ici, j'ai immédiatement reconnu ses traits, ceux de Mireille, ceux de mon père. J'ai paniqué. L'affaire embauchée était une erreur, mais je voulais la connaître d'une certaine façon. Et les bijoux ? Demanda Camille. C'était un coup monté. Charles détourna le regard. Je ne pensais pas qu'Hélène et Axel iraient aussi loin. Je voulais simplement vous éloigner avant que quelqu'un d'autre ne fasse le rapprochement, particulièrement Marc. Un silence pesant s'abattit sur la pièce.
Camille digérait ces révélations. Tandis que Nathan observait son père avec un mélange de déception et de colère, le téléphone de Charles vibra. Il consulta le message et son visage se décomposa. Marc vient d'atterrir. Il sera à l'hôpital dans 1 heure. Axel l'a appelé. Nathan serra les poings. Elle ne perd pas de temps. Charles se leva. Autoritaire à nouveau. Nous devons agir vite, Camille. Je vous propose un arrangement. Reconnaissance officielle de votre statut d'héritière Delcourt, prise en charge complète des soins de Noémie et une résidence à votre nom. En échange, vous attendrez après les élections pour rendre la situation publique. Et Marc ? Demanda-t-elle. Il doit reconnaître sa fille. Il le fera, promit Charles. À sa manière, en temps voulu. Nathan n'était pas dupe. Tu cherches juste à gagner du temps, père. Je cherche à protéger cette famille, s'emporta Charles, y compris Camille et sa fille maintenant. Après le départ tumultueux de Charles, Nathan et Camille retournèrent à la chambre de Noémie. La petite fille dormait toujours, son état stable mais précaire. « Je ne lui fais pas confiance », murmura Camille en observant sa fille. « Ton père jouera ses propres cartes, pas les miennes. » Nathan acquiesça gravement. « Je le sais, c'est pourquoi j'ai fait une copie de tous les documents avant de les lui montrer. Les journaux de mon grand-père, les analyses de Noémie, tout. » Camille le regarda avec surprise. « Pourquoi m'aides-tu contre ta propre famille ? » ?»« Parce que tu es ma famille aussi, » répondit-il simplement. « Et parce que ce qu'ils t'ont fait est impardonnable. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions qu'aucun d'eux n'osait nommer. Le moment fut interrompu par une infirmière qui entra avec un plateau. « Le repas de Madame Duchesne, comme demandé par Madame Delcourt, » annonça-t-elle en déposant un bol de soupe et un verre d'eau sur la table. « Madame Delcourt » s'étonna Nathan. « Ma mère est ici. »« Non, monsieur. Votre sœur, mademoiselle Axel. Elle a insisté pour que ce repas soit préparé spécialement. » Nathan et Camille échangèrent un regard alarmé. D'un geste vif, Nathan saisit le plateau avant que Camille ne puisse y toucher. « Je vais faire analyser ça immédiatement », déclara-t-il en sortant de la chambre. Les résultats tombèrent 2 heures plus tard. La soupe contenait une dose subtile de digital. Pas assez pour tuer, mais suffisante pour provoquer des malaises qui, répétés sur plusieurs jours, pourraient être fatales. « Elles essaient de m'empoisonner », murmura Camille, blême. « Hélène et Axel veulent m'éliminer avant que je ne puisse revendiquer quoi que ce soit. » Nathan, livide de rage, fit immédiatement renforcer la sécurité autour de la chambre de Noémie et ordonna que toute nourriture destinée à Camille soit d'abord inspectée par lui-même. « Je ne laisserai personne vous faire du mal, » promit-il, sa main effleurant celle de Camille, dans un geste de réconfort qui se prolongea un peu trop longtemps. Ce soir-là, alors que Camille s'était assoupie au chevet de sa fille, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Marc Delcourt entra. Élégant et imposant dans son costume sur mesure, il s'arrêta net en apercevant Noémie endormie, son visage reflétant un mélange de choc et de reconnaissance. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est impossible. » Le bruit de la porte réveilla Camille en sursaut, en voyant l'homme qui se tenait dans la pénombre. Elle se figea. 13 ans avaient passé, mais elle le reconnut instantanément. Plus âgé, plus élégant. Mais c'était bien lui, l'homme qui l'avait abandonnée, enceinte et désespérée. « Marc » articula-t-elle, son nom sonnant comme une accusation. Marc Delcourt resta immobile, son regard alternant entre Camille et la petite silhouette endormie dans le lit d'hôpital. « C'est donc vrai ?» murmura-t-il. « Quand Axel m'a appelé, j'ai cru à une manipulation. Mais c'est bien toi, Marie ? Non, Camille, c'est ça. Tu te souviens de mon prénom ? Quel honneur !» répliqua-t-elle, la voix tremblante de colère contenue. Marc fit un pas vers le lit. « Et elle, c'est vraiment Ma ? » « Ne t'approche pas d'elle, » avertit Camille en se levant. « Tu as perdu ce droit il y a 13 ans. » La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Nathan dont le visage se durcit en apercevant son frère. « Tu n'as pas perdu de temps, » constata-t-il froidement. Marc se tourna vers lui, retrouvant aussitôt sa contenance d'homme politique aguerri. « J'avais besoin de voir par moi-même. Cette situation est compliquée, répéta Nathan avec un rire sans joie. Tu as abandonné une jeune femme enceinte sans même lui laisser ton nom complet. Et maintenant, tu te présentes comme si tu avais le moindre droit d'être ici. » Noémie s'agita dans son sommeil, perturbée par les voix tendues autour d'elle. Les 3 adultes se turent instantanément, attendant qu'elle se rendorme. « Pas ici », chuchota finalement Nathan, dans la salle d'attente.
Une fois dans le couloir, Marc reprit son masque d'assurance. « Écoutez, je comprends votre colère à tous les deux, mais nous devons aborder cette situation en adulte. »« En adulte », s'indigna Camille, « comme lorsque tu m'as dit que tu reviendrais me voir, alors que tu prenais déjà ton billet d'avion pour disparaître. » Marc eut au moins la décence de paraître embarrassé. « J'étais jeune, ambitieux, je ne pouvais pas me permettre une complication sentimentale à ce moment-là. »« Une complication sentimentale », répéta Camille, abasourdie par tant de froideur. « C'est ainsi que tu considères ta propre fille. »« Une complication ?» Marc jeta un regard anxieux vers la porte close de la chambre. « J'aurais besoin d'un test de paternité officiel, bien sûr, pour établir les faits de manière indiscutable. » Nathan émit un grognement dégoûté. « Les résultats sanguins sont déjà sans équivoque. Noémie est ta fille, Marc, et elle a besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse que sa mère ne peut pas se permettre, parce que notre famille l'a injustement accusée de vol. » Marc passa une main sur son visage, visiblement tiraillé. « Vous comprenez que le timing est catastrophique. Je suis à 8 jours d'annoncer ma candidature. Si cette histoire sort maintenant, ta carrière politique passe avant la vie de ta fille, » demanda Nathan, incrédule. « Je n'ai pas dit ça, » protesta Marc. « Je vais assumer mes responsabilités, mais discrètement, un arrangement financier généreux, les meilleurs soins médicaux. »« Je ne veux pas de ton argent, » coupa Camille avec dignité. « Je veux que ma fille, notre fille, sache qui est son père. Je veux qu'elle grandisse sans avoir à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien pour être reconnue. » Ces mots semblèrent toucher Marc plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Son visage se décomposa brièvement, révélant une vulnérabilité inattendue. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-il finalement. « Laissez-moi quelques jours pour m'adapter à cette idée, pour trouver une solution qui protège tout le monde. » Il sortit son portefeuille et tendit une carte à Camille. « Mon numéro personnel, appelez-moi si elle se réveille, si elle demande à me voir. » Sur ces mots, il quitta précipitamment le service, laissant Camille et Nathan dans un silence pesant. « Il ne la reconnaîtra jamais publiquement, » constata Camille avec amertume. Nathan posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne sous-estime pas l'effet que Noémie peut avoir sur les gens. Marc n'est pas un monstre, juste un homme terriblement égoïste. Mais voir sa fille en chair et en os, ça change quelque chose en lui. Je l'ai vu dans ses yeux. » Le lendemain matin, Nathan fut réveillé par un appel d'urgence. Camille montrait des signes d'empoisonnement. Il se précipita à l'hôpital pour la trouver consciente mais affaiblie, son teint cireux témoignant de son état. « Comment est-ce possible ?» s'alarma-t-il en examinant ses constantes. « J'ai pourtant fait vérifier toute la nourriture. » Une analyse rapide de son café du matin révéla des traces du même poison que celui trouvé dans la soupe. De la digitale, administrée en dose plus forte cette fois. « Elles ne s'arrêteront pas, » murmura Camille, la voix faible. « Hélène et Axel continueront jusqu'à ce que je disparaisse. » Nathan, la mâchoire serrée par la colère, prit une décision radicale. Il installa une petite caméra discrète dans la chambre et dans la salle de bain attenante, après avoir obtenu le consentement de Camille. « Nous allons les prendre en flagrant délit, » promit-il. Ces tentatives d'empoisonnement s'arrêtent aujourd'hui. Ce qu'il ne prévoyait pas, c'est que l'attaque suivante viendrait d'une source inattendue, l'après-midi même. Alors que Camille se remettait lentement, une infirmière qu'il n'avait jamais vue auparavant entra dans la chambre, grande, élégante, avec un badge indiquant « Service de cardiologie ». « Je viens faire un prélèvement sanguin pour mademoiselle Noémie », annonça-t-elle en sortant une seringue. Nathan, qui vérifiait les derniers résultats d'analyse, fronça les sourcils. « Je n'ai pas demandé de nouveaux prélèvements. Qui vous envoie ? » « Le docteur Moreau », répondit-elle sans hésiter. « Le docteur Moreau est en congé depuis 1 semaine, » répliqua Nathan, s'approchant d'un pas menaçant. « Qui êtes-vous vraiment ?» L'infirmière blêmit, puis tenta de s'enfuir. Nathan la rattrapa par le bras, arrachant au passage sa perruque blonde. Sous le déguisement apparut une jeune femme, qu'il reconnut comme l'assistante personnelle d'Axel. « Qu'y a-t-il dans cette seringue ?» exigea-t-il, lui tordant le poignet jusqu'à ce qu'elle lâche l'instrument. Une analyse rapide révéla une dose mortelle de potassium, suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque qui aurait semblé naturel chez une enfant déjà atteinte d'une pathologie cardiaque. Fou de rage, Nathan convoqua une réunion familiale d'urgence dans le bureau de son père à l'hôpital. Charles, Hélène,
Axel et Marc s'y retrouvèrent. L'atmosphère électrique de tension. « Quelqu'un dans cette pièce a tenté de tuer une enfant de 12 ans aujourd'hui », annonça Nathan sans préambule, jetant la seringue dans un sac plastique sur le bureau, et je sais exactement qui. Axel affichait un calme olympien. Quelles accusations ridicules. Tu deviens paranoïaque, mon frère. J'ai les images de vidéosurveillance montrant ton assistante entrant dans la chambre déguisée en infirmière. J'ai également les analyses prouvant la présence de digital dans la nourriture de Camille, 2 fois. Charles se tourna vers sa fille, le visage livide. Axel, est-ce vrai ? Bien sûr que non, nia-t-elle avec aplomb. Nathan invente tout ça pour protéger sa précieuse Camille. Il n'invente rien, intervint Marc, surprenant tout le monde. J'ai vu Léa, ton assistante, sortir de ton bureau avec une perruque blonde ce matin. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant, Axel lui jeta un regard venimeux. Traître, tu devrais être de mon côté. Cette femme et sa bâtarde menacent tout ce que nous avons construit. Cette bâtarde, comme tu l'appelles, est ma fille, répliqua Marc avec une fermeté qui surprit même Nathan. Et si tu as tenté de lui faire du mal, je te jure que je te détruirai moi-même. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Marc venait d'admettre publiquement sa paternité, devant toute la famille. Hélène, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva lentement. Cette conversation est absurde. Nous sommes les Delcourt. Nous ne nous comportons pas comme des personnages de romans policiers, à nous empoisonner les uns les autres. Alors explique les analyses toxicologiques, mère, exigea Nathan en lui tendant le rapport. Explique pourquoi Camille a failli mourir 2 fois en 2 jours. Charles observait sa femme et sa fille avec une expression indéchiffrable. Puis, lentement, il se leva et se dirigea vers un tableau accroché au mur. Il le fit pivoter, révélant un coffre-fort qu'il ouvrit méthodiquement. « J'espérais ne jamais avoir à faire ça », murmura-t-il en sortant une enveloppe scellée et un écrin de velours, « mais vous ne me laissez pas le choix. » Il posa les objets sur le bureau, puis se tourna vers sa famille. « À partir de maintenant, Camille Duchesne est officiellement reconnue comme ma demi-sœur et héritière légitime de la moitié de la fortune Delcourt. Noémie, en tant que fille de Marc, sera également reconnue et intégrée à la famille. Et si l'un d'entre vous tente encore de leur nuire, » Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Hélène se leva, tremblante de rage. « Tu ne peux pas faire ça. Cette fortune est aussi la mienne. »« Ah non, Hélène, elle ne l'a jamais été. » Le ton définitif de Charles résonna dans la pièce comme un glas, annonçant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Une ère où les secrets enterrés refaisaient surface et où les alliances familiales se reconfiguraient, sous l'impulsion de vérités trop longtemps cachées. La déclaration de Charles plongea le bureau dans un silence glacial. Axel, livide, fixait son père comme s'il venait de la poignarder en plein cœur. Hélène s'était effondrée dans son fauteuil, une main tremblante sur la poitrine. Marc, étrangement, semblait presque soulagé, comme si un poids invisible venait d'être retiré de ses épaules. « Tu ne peux pas être sérieux », articula finalement Hélène. « Reconnaître cette femme de ménage comme une Delcourt, as-tu complètement perdu l'esprit ?» Charles ouvrit l'écrin de velours, révélant le pendentif original, identique à celui de Camille, mais serti de diamants en plus de l'émeraude centrale. Ce pendentif appartenait à ma grand-mère. Mon père l'a donné à Mireille Duchesne comme promesse que sa fille serait un jour reconnue. Il est temps que cette promesse soit tenue. Il se tourna vers Nathan. « Va chercher Camille. Elle doit être présente pour la suite. » Quelques minutes plus tard, Camille entrait dans le bureau, appréhensive mais déterminée. Son regard croisa celui d'Axel, chargé d'une haine à peine dissimulée, puis celui de Marc, étrangement repentant. « Où est Noémie ?» demanda immédiatement Charles. « Une infirmière de confiance reste avec elle, » répondit Nathan en refermant la porte. « J'ai doublé la sécurité. Personne n'entre sans mon autorisation. » Charles hocha la tête, puis désigna un siège à Camille. « J'ai pris ma décision, » annonça-t-il solennellement. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement reconnue comme une Delcourt. En tant que fille de mon père, vous avez droit à la moitié de sa succession, qui m'était revenue intégralement à sa mort. » Camille cligna des yeux, abasourdie. « Je ne cherche pas votre fortune, » protesta-t-elle. « Je veux seulement la sécurité pour ma fille, et la vérité et la sécurité viennent avec ce statut, » affirma Charles en poussant vers elle un dossier. « Voici les documents préparés par nos avocats. En les signant, vous devenez officiellement Camille Duchesne Delcourt,
avec tous les droits et privilèges associés. Hélène se leva brusquement, renversant son fauteuil. « Charles, réfléchis à ce que tu fais. Cette femme va détruire tout ce que nous avons construit. Notre réputation, notre position sociale. Cette femme est ma sœur, » répliqua Charles avec une fermeté inhabituelle. « Et j'ai passé trop d'années à ignorer ce fait par lâcheté. » Axel s'approcha de son père, mielleuse soudain. « Papa, nous comprenons ton sentiment de culpabilité, mais il y a d'autres façons de l'apaiser. Un généreux arrangement financier, une maison, les meilleurs médecins pour la petite, sans pour autant bouleverser l'équilibre familial. » « L'équilibre familial » répéta Charles avec un rire amer. « Quel équilibre? Une épouse qui me méprise depuis 30 ans, une fille prête à empoisonner une enfant innocente, un fils qui a abandonné sa propre fille par ambition. » La tension dans la pièce était palpable. Nathan s'était placé stratégiquement près de Camille, prêt à la protéger si nécessaire. Marc s'éclaircit la gorge. « Père a raison. Il est temps d'assumer nos responsabilités, toutes nos responsabilités. » Il se tourna vers Camille. « Je reconnais Noémie comme ma fille. Légalement, publiquement, sans condition. » Cette déclaration déclencha l'hystérie d'Hélène. « Tu es fou, ta carrière politique sera détruite. Qui voterait pour un homme qui a abandonné une fille illégitime, qui a menti pendant des années? Un homme capable de reconnaître ses erreurs est précisément celui que je voudrais voir en politique, » intervint Camille avec une dignité tranquille, contrairement à ceux qui persistent dans le mensonge et la manipulation. Cette remarque fit sortir Axel de ses gonds. Elle se rua vers Camille, le visage déformé par la rage. « Comment oses-tu? Tu n'es rien, une moins que rien qui s'est faufilé dans notre famille comme un parasite. » Nathan s'interposa, repoussant sa sœur d'un geste ferme. « Ça suffit, Axel, tu en as assez fait. Les tentatives d'empoisonnement, les menaces, c'est terminé. Des preuves. Je veux des preuves de ces accusations ridicules, » hurla Hélène, perdant toute contenance. « Les voici, » répondit calmement Nathan en sortant son téléphone. Il afficha une vidéo montrant clairement Axel en train de verser un liquide dans la tasse de café de Camille, la veille au matin, et j'en ai d'autres, toutes transmises à mon avocat, avec instruction de les remettre à la police si quoi que ce soit arrivait à Camille ou à Noémie. Le visage d'Axel se décomposa, acculé. Elle chercha un soutien du regard, mais même sa mère semblait maintenant la considérer avec horreur. À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Une infirmière affolée se précipita à l'intérieur. « Docteur Delcourt, c'est Noémie. Elle fait une crise. » Le temps sembla se figer, puis tout s'accéléra. Nathan et Camille se ruèrent hors du bureau, suivis de près par Marc. Charles tenta de se lever, mais chancela, le visage soudain gris. « Charles !» s'inquiéta Hélène malgré leur confrontation. Il porta une main à sa poitrine, le souffle court. « Mon cœur !» Dans la chambre de Noémie, c'était le chaos. La petite fille convulsait. Son moniteur cardiaque émettant des bips erratiques, Nathan prit immédiatement les commandes, criant des ordres au personnel médical qui affluait. « Préparez 5 mg de midazolam. Vérifiez sa saturation. » Camille, paralysée par la terreur, restait figée à l'entrée de la chambre. Marc la soutint instinctivement lorsque ses jambes semblèrent céder sous elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à un interne qui passait en courant. Arythmie sévère. Possible tamponnade cardiaque. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Camille. Repoussée hors de la chambre avec Marc pendant que l'équipe médicale travaillait frénétiquement, elle s'effondra sur une chaise dans le couloir, le visage enfoui dans ses mains. « Elle ne peut pas mourir », répétait-elle comme une litanie. « Pas maintenant, pas comme ça. » Marc, inhabituellement silencieux, fixait la porte close. Ses traits, habituellement si maîtrisés, reflétaient une angoisse profonde qu'il ne cherchait même plus à dissimuler, à l'autre bout du couloir. Une autre urgence se déroulait. Charles Delcourt, transporté sur une civière, était emmené vers l'unité de soins intensifs. Hélène et Axel sur ses talons. Leur regard croisa brièvement celui de Camille et Marc. Un instant suspendu où toutes les rancœurs semblaient soudain dérisoires face à la fragilité de la vie. Après ce qui sembla une éternité, Nathan émergea de la chambre de Noémie, le visage épuisé mais soulagé. « Elle est stabilisée », annonça-t-il. « Nous avons dû la sédater, mais son cœur bat régulièrement maintenant. » Camille se précipita dans ses bras dans un élan spontané. Il la serra contre lui, oubliant momentanément leur lien compliqué, répondant simplement à son besoin de réconfort.
Que s'est-il passé ? Demanda Marc, toujours debout à distance. Sa condition s'est détériorée plus rapidement que prévu, expliqua Nathan en relâchant doucement Camille. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale. Et vite, fais-le, ordonna Marc. Tout ce qu'il faut, peu importe le coût, peu importe les risques, sauve-la. Nathan hocha la tête, surpris par la véhémence de son frère. Je vais contacter le chirurgien cardiaque pédiatrique le plus qualifié du pays. Il nous faudra aussi... Un médecin les interrompit. Le visage grave. Docteur Delcourt, c'est votre père. Il a subi un infarctus massif. Nous faisons tout notre possible. Mais vous devriez venir. Le monde semblait s'effondrer autour d'eux. Camille resta auprès de Noémie, tandis que les frères Delcourt se précipitaient vers l'unité de soins intensifs. Charles Delcourt était allongé, pâle et immobile, entouré de machines. Hélène, toute arrogance envolée, sanglotait silencieusement dans un coin. Axel fixait son père avec une expression indéchiffrable. Son cœur a lâché sous le stress, expliqua le médecin en charge. Nous avons réussi à le stabiliser, mais les prochaines heures seront critiques. Nathan examina les constantes de son père avec des yeux professionnels. Le diagnostic était sombre, il le savait. Le cœur de Charles avait subi des dommages considérables. Je dois parler. La voix faible de Charles surprit tout le monde. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Cherchant ses fils du regard, « Ne te fatigue pas, père », conseilla doucement Nathan. « Non, important », insista Charles. « Camille, la vérité ?» Marc s'approcha. « Quelle vérité, père ?» Charles tourna son regard vers lui, puis vers Nathan. « Allez, cherchez, Camille. » Nathan hésita. Déchiré entre son devoir envers son père mourant et celui envers Noémie. « Va !» décida Marc. « Je reste avec père. Amène Camille. Il reste peu de temps. » Dans le couloir séparant les deux chambres, 2 drames se jouaient en parallèle, 2 vies suspendues à un fil, 2 familles réunies par le sort. Confrontées à leurs vérités les plus douloureuses à l'heure où la mort rôdait, implacable et indifférente aux secrets des hommes, Camille entra dans la chambre de soins intensifs. Hésitante, Charles Delcourt gisait, diminué et fragile, au milieu d'un enchevêtrement de tubes et de machines, difficile de reconnaître en cet homme affaibli le patriarche intimidant qu'il avait chassé de sa maison quelques mois plus tôt. « Approchez », murmura-t-il d'une voix à peine audible. Elle s'avança jusqu'au bord du lit, consciente des regards fixés sur elle, ceux de Nathan, de Marc, d'Hélène et d'Axel, formant un cercle tendu autour du mourant. « J'ai laissé une lettre avec mon avocat », articula Charles avec difficulté. « Tout est là, mais je veux vous dire, de vive voix. » Il ferma brièvement les yeux, rassemblant ses forces. Quand il les rouvrit, son regard semblait plus lucide, comme si la proximité de la mort lui conférait une clarté nouvelle. Le test ADN était partiellement correct, commença-t-il. Mais l'histoire est plus compliquée. Nathan fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, père ?» Charles tourna légèrement la tête vers son fils cadet. « Mireille, la mère de Camille, a bien eu une liaison avec mon père, mais Camille n'est pas sa fille biologique. » Un murmure de surprise parcourut la pièce. Camille sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Quoi ? Mais alors ? Mireille était déjà enceinte. Quand elle a rencontré mon père, » poursuivit Charles avec effort. « Le père biologique était Benoît Clément, un cousin éloigné de notre famille. Il est mort, sans savoir qu'il allait avoir un enfant. » Il tendit une main tremblante vers Camille. « Mon père a aimé Mireille, profondément. Il voulait l'épouser, élever Camille comme sa propre fille. Le pendentif était sa promesse. » Hélène intervint, la voix tendue. « Si elle n'est pas la fille de ton père, alors elle n'a aucun droit sur notre fortune. » Charles lui jeta un regard las. « C'est vraiment tout ce qui t'importe, Hélène, l'argent. » Il reporta son attention sur Camille. « J'ai toujours su. La vérité, j'ai trouvé des lettres, après la mort de mon père, mais j'ai choisi de me taire, par lâcheté, par avidité aussi. Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda doucement Camille. Un léger sourire éclaira le visage pâle de Charles. « Pour libérer Nathan, et vous ?» Nathan et Camille échangèrent un regard confus. « Vous n'êtes pas liés par le sang ?» clarifia Charles. « Pas directement. Benoît Clément était un parent très éloigné, sans aucun empêchement moral pour vous deux. »
La réalisation frappa Nathan comme un coup physique. Son père avait remarqué ses sentiments pour Camille, des sentiments qu'il avait tenté de réprimer en découvrant leur supposé lien familial. Les moniteurs cardiaques commencèrent à s'affoler. Charles s'agrippa soudain au bras de Nathan. « J'ai fait rédiger un Nouveau Testament », haleta-t-il. « La moitié, pour Camille, l'autre moitié, pour toi, Nathan. » Hélène émit un cri étranglé. « Et Marc, et moi, et Axel, tu nous déshérites. » Charles tourna son regard vers son fils aîné. « Marc, tu as toujours eu ce que tu voulais. Ta position, ton influence, acquise grâce à la famille, c'est suffisant. » Puis vers sa fille. « Axel, tu as tenté d'empoisonner une innocente, je ne peux pas te pardonner cela. » Son regard se durcit en se posant sur Hélène. « Quant à toi, 30 ans de mépris, de manipulation, tu as eu ta part du vivant. » Une quinte de toux le secoua violemment. Le médecin s'avança, inquiet. « Encore une chose, » insista Charles, s'accrochant désespérément à ses derniers instants de lucidité. « Marc, j'ai couvert tes crimes. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. « Quel crime ?» demanda Nathan, dévisageant son frère avec suspicion. Charles serra faiblement la main de son fils cadet. « Dans mon coffre, à la maison, dossier rouge, tout est là, l'agression de cette fille, à Marseille, les pots de vin, les preuves disparues. » Marc avait blêmi, ses yeux, d'ordinaire si assurés, reflétaient maintenant une panique absolue. « Père, tu délires, » tenta-t-il. « La morphine te fait dire n'importe quoi. » Mais Charles rassembla ses dernières forces pour fixer son fils aîné avec une lucidité effrayante. « Plus de mensonges, Marc, assume. Tes actes, tous, tes actes. » Son regard revint vers Camille. Étrangement doux soudain, « Pardonnez-moi, pour tout, prenez soin. De Noémie, elle est l'avenir de cette famille. » Puis, avec un dernier effort qui sembla lui coûter toute son énergie restante, « Le pendentif est à vous. Camille, il n'a jamais vraiment appartenu à Hélène. » Sa main retomba mollement sur le drap. Les machines s'affolèrent, émettant une alarme stridente. Le médecin et les infirmières se précipitèrent au chevet, repoussant la famille. « Sortez, s'il vous plaît », ordonna le médecin tandis que l'équipe entamait les manœuvres de réanimation. Dans le couloir, personne ne parlait. Hélène s'était effondrée sur une chaise. Le visage vide, Axel fixait le mur, les mâchoires serrées. Marc s'était éloigné de quelques pas, passant frénétiquement des appels à voix basse. Nathan et Camille restaient côte à côte, leurs mains s'effleurant presque, chacun absorbant les révélations de Charles. « Je dois retourner auprès de Noémie », murmura finalement Camille. Nathan acquiesça. « Je t'accompagne. » Ils s'éloignèrent ensemble, laissant derrière eux le reste de la famille fracturée, dans la chambre de Noémie. Le chirurgien cardiaque que Nathan avait appelé les attendait. « Nous devons opérer demain matin », annonça-t-il, après avoir examiné les derniers résultats. Son état s'est stabilisé pour l'instant, mais la valve mitrale doit être réparée d'urgence. « Faites tout ce qu'il faut », approuva Camille, sa main trouvant instinctivement celle de Nathan. 1 heure plus tard, le médecin de Charles vint leur annoncer la nouvelle. Malgré tous leurs efforts, Charles Delcourt n'avait pas survécu. L'infarctus avait été trop massif, les dommages cardiaques trop étendus. Les funérailles furent organisées 3 jours plus tard, après l'opération réussie de Noémie. La petite fille, encore faible mais hors de danger, avait insisté pour y assister, voulant dire au revoir au grand-père qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître. Sous un ciel gris typique de Lyon, la famille Delcourt se tenait autour du cercueil, observée par le tout Lyon et de nombreuses personnalités politiques venues rendre hommage au patriarche. Camille et Noémie se tenaient légèrement en retrait, intimidés par cette assemblée prestigieuse. Mais Nathan restait à leur côté. Protecteur, après la cérémonie religieuse, alors que les invités se dispersaient, Marc s'avança vers le micro installé près du cercueil. Son visage, habituellement symétrisé, portait les traces d'une lutte intérieure déchirante. « J'ai une déclaration à faire », annonça-t-il d'une voix étonnamment ferme. Le silence tomba instantanément sur l'assemblée. Hélène tenta de s'approcher de son fils, mais il l'arrêta d'un geste. « Mon père, Charles Delcourt, était un homme complexe, commença-t-il. Il a protégé cette famille.
parfois à n'importe quel prix, y compris celui de sa propre intégrité. Il prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, je ne veux pas perpétuer ces mensonges. Je dois à sa mémoire et à moi-même d'assumer mes responsabilités. Son regard croisa celui de Camille et de Noémie. Cet enfant est ma fille. Je l'ai abandonnée, ainsi que sa mère, il y a 13 ans, par lâcheté et ambition. Je la reconnais aujourd'hui officiellement. Devant vous tous, des murmures choqués parcoururent l'assistance. Plusieurs journalistes présents commencèrent frénétiquement à prendre des notes. Ce n'est pas tout, poursuivit Marc, ignorant les signes désespérés d'Hélène pour qu'il s'arrête. Il y a 13 ans, à Marseille, j'ai commis des actes répréhensibles que mon père a aidé à dissimuler. Des actes pour lesquels je dois maintenant répondre. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure. Ce document contient ma confession complète, que je remettrai aux autorités dès la fin de cette cérémonie. Je me retirerai également de la vie politique, avec effet immédiat. Le choc était palpable parmi les invités. Plusieurs personnalités politiques s'éclipsèrent discrètement, tandis que les journalistes se précipitaient vers leur téléphone. Marc descendit de l'estrade et traversa la foule jusqu'à Camille et Noémie. Là, sous les yeux de tous, il s'agenouilla devant sa fille. « Je ne mérite pas ton pardon, » dit-il doucement. « Mais je te promets que, désormais, tu auras toujours un père. » Noémie, avec la simplicité désarmante de l'enfance, posa sa petite main sur la joue de cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer. « J'ai toujours su que mon père reviendrait un jour, » murmura-t-elle. Ces paroles innocentes, entendues par ceux qui se tenaient à proximité, achevèrent de briser la façade de Marc. Pour la première fois depuis des décennies, il pleura ouvertement, sans se soucier de son image ou des conséquences. 6 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Charles Delcourt. L'été avait cédé sa place à l'automne, puis l'hiver était venu avant de s'adoucir avec les premières floraisons du printemps. La mansion Delcourt, autrefois froide et austère, resplendissait maintenant sous un jour nouveau. Camille contemplait les jardins depuis la terrasse, une tasse de thé fumante entre les mains, les parterres de fleurs. Redessinés selon ses instructions, formaient un kaléidoscope de couleurs où dominaient les tons bleus et violets, les préférés de Noémie. « À quoi penses-tu » demanda Nathan en la rejoignant, posant doucement une main sur son épaule. « À tout ce qui a changé en si peu de temps », répondit-elle avec un sourire paisible. « Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. » Nathan sourit à son tour. « Un rêve dont tu es l'architecte, Camille. Regarde ce que tu as accompli. » Elle suivit son regard qui englobait non seulement les jardins transformés, mais aussi l'aile-haie de la propriété. Reconvertie en centre d'accueil pour femmes victimes de violences, en 6 mois, la Fondation Mireille, nommée en hommage à sa mère, avait déjà accompagné des dizaines de femmes vers un nouveau départ. « Je n'aurais jamais imaginé utiliser cet héritage ainsi, » admit-elle. Charles serait peut-être surpris. « Je crois qu'il serait fier, » corrigea doucement Nathan. Sous ses airs de tyran, il cherchait une forme de rédemption. Tu la lui as offerte. Le bruit joyeux d'enfants qui jouent interrompit leur conversation. Dans la partie du jardin spécialement aménagée, Noémie courait et riait avec d'autres enfants, ceux des résidentes du centre et d'autres jeunes patients de l'hôpital Delcourt, désormais dirigés par Nathan. « Regarde là », murmura Camille, émue, qui croirait qu'elle a subi une opération à cœur ouvert il y a quelques mois. Noémie était méconnaissable. Ses joues pâles avaient retrouvé des couleurs. Son souffle était régulier et son énergie débordante témoignait du succès de l'intervention. La nouvelle aile de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Delcourt, financée par Nathan et baptisée Unité Noémie, offrait maintenant des soins gratuits à des enfants souffrant de pathologies similaires. L'opération n'est qu'une partie du miracle, observa Nathan. L'amour fait le reste. Elle est entourée comme jamais auparavant. C'était vrai, contre toute attente. Marc avait tenu sa promesse. Après avoir purgé une peine de prison légère pour complicité dans des affaires de corruption, il s'était entièrement consacré à sa fille, passant de longues heures à la mansion, apprenant à la connaître, rattrapant le temps perdu avec une humilité que personne n'aurait cru possible chez cet homme autrefois si arrogant. « Maman, oncle Nathan, venez voir », appelait justement Noémie, agitant les bras. Ils la rejoignirent près du petit étang où elle s'était agenouillée avec ses amis. « Les têtards se transforment en grenouilles », annonça-t-elle fièrement, pointant les minuscules créatures qui nageaient entre les nénuphars. « C'est magique, non »
dit Camille en s'accroupissant à ses côtés. La transformation, un jour, tu es une chose, et puis, tu deviens complètement différente. Noémie acquiesça solennellement, puis retourna à son observation avec la concentration intense propre aux enfants. Camille et Nathan échangèrent un regard complice avant de s'éloigner, laissant les enfants à leur découverte. La villa en Suisse a été vendue, informa Nathan tandis qu'ils marchaient le long d'une allée bordée de rosiers. Hélène et Axel ne reviendront pas. Après les révélations aux funérailles et l'incarcération de Marc, mère et fille s'étaient exilés dans leur résidence secondaire. Fuyant le scandale qui avait secoué Lyon, les tentatives d'empoisonnement n'avaient jamais été officiellement poursuivies. Un arrangement discret pour préserver ce qui restait de la réputation familiale. Elles n'ont jamais réclamé les bijoux, remarqua Camille. Ceux que j'étais censée avoir volés. Nathan eut un petit rire. Parce qu'Axel les avait vraiment pris. Je les ai retrouvés dans sa chambre, cachés sous une lame de parquet. Elle voulait les garder pour elle et t'accuser en même temps. Il sortit un écrin de sa poche. D'ailleurs, en parlant de bijoux, Camille s'arrêta, le cœur battant soudain plus vite. « Je crois que le moment est venu de te rendre ceci, » dit-il en ouvrant l'écrin. À l'intérieur reposait son pendentif d'émeraude, celui qu'elle avait tenté de vendre ce jour fatidique à la bijouterie Mercier. Nathan l'avait racheté après leur première rencontre, sans jamais le lui dire. « Tu l'as gardé tout ce temps. J'attendais le bon moment, » expliqua-t-il en le sortant délicatement. « Et j'y ai fait ajouter quelque chose. » En regardant attentivement, Camille remarqua que la monture avait été légèrement modifiée. La demi-lune entrelacée avec l'étoile, l'ancien emblème des Delcourt, était désormais complétée par un petit soleil en or rose, pour symboliser notre futur, murmura Nathan. Si tu veux bien m'accompagner dans cette aventure. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard silencieux, passa toute l'intensité de ces derniers mois. La douleur, la guérison, et finalement, cet amour qui avait grandi entre eux, libéré des chaînes du passé et des secrets familiaux. Nathan Delcourt, commença Camille avec un sourire tendre. Serais-tu en train de me demander en mariage au milieu des rosiers ? Absolument, confirma-t-il sans hésitation. Et j'espère de tout cœur que ta réponse sera oui. Pour toute réponse, elle se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement. Le lendemain, dans le bureau qui avait autrefois appartenu à Charles, Nathan et Camille planifiaient leur cérémonie de fiançailles. Lorsque la sonnette de l'entrée retentit, quelques instants plus tard, la gouvernante introduisait dans le salon une jeune femme d'une vingtaine d'années, au teint mat et aux cheveux noirs bouclés. L'inconnue semblait terriblement nerveuse, serrant convulsivement son sac à main. « Bonjour », commença poliment Camille. « Puis-je vous aider ?» La jeune femme prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Sophia Clément. Je crois que nous sommes parentes. » Nathan fronça les sourcils, confus. « Clément ? Comme ? Benoît Clément ?» compléta Sophia. « C'était mon grand-père. » Camille porta une main à sa bouche, choquée. « Benoît Clément, le cousin des Delcourt, le père biologique de... » Sophia acquiesça, tremblante. « Je suis tombée sur de vieilles lettres après le décès de ma grand-mère. Des lettres de Mireille Duchesne à mon grand-père, qu'il n'a jamais reçues. Elle lui annonçait sa grossesse, mais il est mort avant. » D'une main hésitante, elle sortit de son sac un pendentif identique à celui de Camille. Une demi-lune entrelacée avec une étoile. Ma grand-mère m'a donné ça avant de mourir. Elle m'a dit que ça appartenait à la famille de mon grand-père, et que je devrais le garder précieusement. Je n'ai compris sa valeur qu'en voyant votre histoire dans les journaux. Nathan et Camille échangèrent un regard stupéfait. L'histoire semblait se répéter, mais cette fois, elle aurait une fin différente. « Sophia ?» dit Camille en s'approchant de la jeune femme. « Bienvenue à la maison. » Quelques semaines plus tard, lors d'une cérémonie intime dans les jardins de la mansion, Camille et Nathan célébrèrent leurs fiançailles. Noémie, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, portait fièrement les alliances. Marc, transformé par ces mois d'introspection, regardait sa fille avec un amour paternel évident. Et Sophia, accueillie à bras ouverts dans cette famille recomposée, avait trouvé sa place parmi eux, au centre de la réception, sur une table spécialement aménagée, brillait une collection unique de pendentifs, des répliques miniatures de l'emblème à la demi-lune et à l'étoile. Créé sur commande de Camille, pour chaque femme accompagnée par sa fondation, un symbole de renaissance, expliquait-elle aux invités, pour rappeler que même dans les moments les plus sombres,
Une lumière peut nous guider vers un nouveau départ. Alors que le soleil se couchait sur la propriété d'Elcourt, baignant les jardins d'une lueur dorée, Camille observait cette scène avec un sentiment de plénitude. Elle portait fièrement son pendentif restauré, symbole d'un héritage transcendé, d'une blessure guérie. « À quoi penses-tu » murmura Nathan en l'enlaçant par derrière. Elle sourit, ses yeux embrassant ce tableau vivant, Noémie jouant avec d'autres enfants, Marc conversant paisiblement avec d'anciennes résidentes du centre désormais indépendantes, Sophia s'intégrant progressivement à cette nouvelle famille. « Je pense que les véritables trésors ne sont pas faits d'émeraude, » répondit-elle en touchant son pendentif, « mais des secondes chances que la vie offre à ceux qui ont le courage de recommencer. » Dans le ciel, la première étoile apparut, comme pour faire écho à celle qui brillait sur sa poitrine, promesse d'un avenir où les secrets du passé ne détermineraient non plus le destin de ceux qui osaient réécrire leur histoire